Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Brain Up. Brain Up traitant aujourd'hui d'une question majeure pour l'ensemble du secteur, pour l'ensemble des collectivités, celle des ZFE, des zones à faible émission. Comment intégrer ces ZFE dans les métiers de la logistique et du transport? C'est un sujet qui est parfois un peu polémique, en tout cas qui est un sujet d'actualité. Et on est ici pour en parler avec nos trois intervenants avec Pascal Hureau, Sébastien Dortignac et Guillaume Mullier. Donc bonjour à tous. Pascal, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement? Je suis Pascal Hureau, oui, je suis adjoint au maire de Montrouge et j'ai à ce titre accompagné la commune dans son évolution de la mobilité et de la mobilité vers la mobilité durable en particulier. Et puis j'ai aussi encore une activité de consultant puisque j'ai fait l'essentiel de ma carrière comme consultant, notamment en management et plus récemment me spécialisant justement sur la mobilité durable. Ok, bah, merci encore Pascal pour votre présence et vos futures interventions sur ce sujet. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Sébastien. Sébastien Dortignac, bonjour. Est-ce que vous pourriez également vous présenter? Bonjour, donc Sébastien Ortignac, je suis le directeur technique véhicule pour le groupe STEF. STEF, c'est un des leaders de la température, de transport et logistique sous température dirigée. Et à ce titre, je m'occupe de l'ensemble du parc qui représente à peu près 5500 cartes grises en Europe. C'est très clair, merci beaucoup. Effectivement, ça va être un sujet majeur sur les ZFE, c'est le renouvellement du parc et des solutions et du planning de ce renouvellement. Donc, on va en discuter aujourd'hui. Merci encore. Et puis enfin, Guillaume Mullier, est-ce que vous pourriez aussi vous présenter? Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Donc je suis Guillaume Houllier, directeur du développement et de l'innovation chez Adameo. Donc Adameo, on a un cabinet de conseil pure player supply chain et on réfléchit depuis un certain temps déjà sur l'impact notamment de la mise en place de ces ZFE, sur les schémas directeurs, sur l'organisation des entrées de flux de marchandises en centre-ville et sur les prérequis en fait pour réussir à transformer ces schémas de distribution. Merci Guillaume. Effectivement, on va en parler aujourd'hui des opportunités que ces ZFE offrent en termes d'évolution des schémas de transport et des opportunités en termes de logistique urbaine. Merci. Avant d'attaquer le vif du sujet, une rapide présentation de la plateforme. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais le premier point, rapidement, c'est qu'on peut échanger via le chat. Donc, n'hésitez pas à nous dire bonjour. Je parle à l'ensemble des participants et à réagir pendant le brain-up. C'est important pour nous d'avoir quelque chose d'assez dynamique. De la même manière, vous avez accès à l'onglet questions. Vous pouvez nous interroger ou interroger le reste de la communauté d'ailleurs. Vous pouvez liker des questions si vous voulez la prioriser. Et on essaiera d'y répondre. Alors, je ne promets pas qu'on répondra à toutes les questions. On essaiera d'y répondre a posteriori par mail si jamais on n'a pas le temps de tout balayer. Et puis le dernier sujet, encore une fois, dans cette volonté de partager les retours d'expérience, on a un onglet sondage. On va vous présenter, on va vous poser des questions pendant le brain up. N'hésitez pas à y répondre. L'idée, c'est de comprendre vous, vos réactions, votre positionnement par rapport à la thématique du jour et donc celle des ZFE. Alors j'espère que c'est clair pour tout le monde. Je propose du coup de passer un peu au vif du sujet. Et pour ce faire, je voulais juste rappeler quelques éléments. En fait, les ZFE, ça fait quand même, c'est un concept qui existe depuis quand même assez longtemps, qui se concrétise un petit peu aujourd'hui en France, même beaucoup en France, et qui génère un certain nombre de débats entre les acteurs publics, les acteurs privés, tout ça sous fond de transition énergétique, d'enjeux de santé publique. Ça génère un certain nombre de problèmes qu'on va évoquer aujourd'hui pour les métiers du transport et de la logistique. Mais par ailleurs, il y a des premières solutions, en tout cas des recommandations qui apparaissent, et puis des opportunités qui apparaissent aussi, en particulier en termes de logistique urbaine. Juste un petit point pour rappeler le contexte, les ZFE, l'enjeu principal du ZFE, c'est un enjeu de santé publique. On estime à environ 40 000 décès par an qui seraient la conséquence de pollution aux particules fines, selon Santé publique France. Alors, émissions de particules fines liées au transport de marchandises, mais pas que, évidemment, aussi à l'utilisation du parc de véhicules personnels, individuels.
Et effectivement, il y a un certain nombre de retours d'expérience dans des pays européens, en Espagne, au Portugal, où on voit, suite à la mise en place d'une ZFE, une forte baisse, jusqu'à 30% par exemple à Madrid, d'émissions de particules fines, évidemment avec un impact assez fort sur la santé publique. En France, il y a il y a 2 lois principales, la LOM de 2019 et CR de 2021, qui ont accéléré la mise en place de ZFE. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça devient d'ailleurs un sujet concret, enfin de plus en plus concret, et du coup un peu polémique, sur lequel il y a un certain nombre de débats. Donc aujourd'hui, par exemple, la loi climat et résilience de 2021 impose aux agglomérations de plus de 150 000 habitants de mettre en place des ZFE, donc des zones à faible émission, d'ici janvier 2025. Il y a un certain nombre de ZFE qui existent déjà, et le calendrier de la mise en place de ZFE et en particulier le calendrier d'interdiction de certains véhicules dans ces ZFE fait débat aujourd'hui, puisque dans certaines agglomérations métropoles ont décidé d'accélérer le calendrier par rapport aux directives européennes. Alors effectivement, ça crée un certain nombre de problématiques pour les transporteurs. Quelques problèmes couramment évoqués, un problème d'évolution de flotte. Pour pouvoir circuler dans une ZFE, il faut avoir une flotte plus ou moins verte, en tout cas la plus verte possible. Le problème, évidemment, quand on parle de ça, c'est des problématiques de délai de remplacement, des problèmes de financement aussi, de remplacement de flotte, de problèmes d'harmonisation aussi, et puis quelque part de clarté dans les calendriers, et puis un manque de visibilité globale sur l'évolution de ces ZFE. Je cite par exemple, il y a un très bon article dans Stratégie logistique qui évoque ce sujet-là et qui reprend le livre blanc de l'Union TLF, et en particulier de Christophe Smith, le président de la commission logistique urbaine, qui dit: le problème vient du fait qu'il y a autant de ZFE que de villes avec autant de réglementations, de dérogations et de spécificités. C'est un vrai sujet. Chaque métropole aujourd'hui décide de la mise en place de cette ZFE, de ses contraintes, de son calendrier, et ça peut aller jusqu'au montant des amendes, ou en tout cas, est-ce qu'il y a des amendes ou pas. Et donc, ça pose un certain nombre de problèmes, surtout que quand on parle de calendrier, on pense évidemment au temps de remplacement d'une flotte, au délai, ne serait-ce qu'au délai de réception d'un nouveau camion, par exemple, qui peut être de plusieurs mois, voire d'une année. Et donc, dans un calendrier fluctuant, c'est compliqué de pouvoir investir ou de prévoir des investissements sur le long terme. Alors évidemment, tout ça l'ensemble des acteurs ont des solutions. L'évolution de la flotte en est une. D'autres acteurs comme Union TLF proposent une période transitoire, donc c'est-à-dire quelque part de la concertation entre acteurs publics et privés, pour pouvoir arriver à un calendrier partagé, un calendrier qui est par exemple un calendrier qui permettrait un remplacement de la flotte sur le temps, sur la flotte de poids lourds, en particulier de poids lourds diesel. Il y a d'autres types de solutions. La digitalisation en est une. En tout cas, nous, c'est notre conviction chez DC Brain. La digitalisation et la mise en place d'outils qui permettent la massification, l'optimisation. Au final, un vrai sujet, c'est est-ce que évidemment, il faut remplacer les camions, mais est-ce qu'on ne peut pas mieux remplir les camions pour avoir moins de camions sur les routes qui rempliraient de manière automatique l'objectif de la ZFE, c'est-à-dire une baisse des émissions de particules fines. Alors certains acteurs écoutent, ou en tout cas réfléchissent et intègrent le retour des acteurs privés. Cette semaine, la métropole de Lyon a évoqué ou a validé le décalage du calendrier pour l'interdiction des voitures dites des véhicules dits critères 2, c'est-à-dire principalement le poids lourd diesel, pas que, mais pour schématiser. Ils ont effectivement concerté avec l'ensemble des acteurs privés. Ils ont décidé de cette évolution. D'autres types de solutions, c'est un exemple qui est évoqué par Voxlog sur la mise en place de véhicules dédiés à Lille par XPO. XPO est en train d'intégrer ces nouvelles contraintes de la ZFE et met en place des véhicules dédiés à la livraison du dernier kilomètre. Alors aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup des véhicules, ils en mettent en place 2.
Ce qui veut dire que quelque part, je pense qu'on est bon, ça veut dire que les transporteurs et les acteurs commencent à intégrer ces contraintes. En revanche, je pense qu'on est au début. On est au début de la transformation que les ZFE vont induire. Et donc, ça va être intéressant d'en discuter aujourd'hui. Peut-être un petit mot de conclusion avant de passer à vous, Pascal, mais aujourd'hui, moi, ma conviction, c'est qu'on est au début d'une transformation massive. Cette notion de ZFE est en lien avec des sujets de transition énergétique, évidemment, avec le lien avec la mobilité verte. Mais ça crée plus de contraintes, techniquement, ça crée plus de contraintes pour les transporteurs, ça complexifie les plans de transport, ça complexifie les investissements sur le long terme sur les flottes. Et du coup, aujourd'hui, je pense qu'on est dans une période transitoire où il y a des solutions qui émergent. Et quelque part, ces solutions, elles ne peuvent émerger que d'une concertation renforcée entre acteurs privés et publics. En tout cas, c'est ma conviction. Voilà pour ces quelques mots d'introduction. Pascal, je vous laisse la main peut-être pour présenter cette notion de ZFE au sein de la ville de Montrouge. Oui, merci, et pas seulement de la ville de Montrouge, vous allez voir, parce qu'effectivement, je pense qu'il faut commencer par le point de départ et se demander si il n'y a pas au départ tout simplement 3 enjeux majeurs pour la qualité de vie en ville. Et la ville de Montrouge n'est pas la seule, vous imaginez bien, à avoir ce problème. D'une part, la qualité de l'air, réduire les émissions de gaz à effet de serre était devenu absolument indispensable. Vous l'avez rappelé, 40 000 décès par an, en fait, de morts prématurées, c'est-à-dire à peu près 2 à 3 ans d'espérance de vie en moins. Alors vous allez me dire, ce n'est pas énorme. En fait, on a besoin de respirer en ville. Il y a 2 autres thèmes que vous n'avez pas abordés, mais qui sont aussi un petit peu dans ce contexte au départ. C'est la réduction de la congestion. On a quand même beaucoup de trafic, trop de circulation, beaucoup trop de véhicules sur un espace limité. Et puis également le niveau de bruit. Je pense que lorsqu'on écoute nos riverains, lorsqu'on écoute nos citoyens dans chaque ville, on a des problèmes de niveau de bruit. Je dirais même en particulier avec les 2 roues qui sont particulièrement bruyants. Je dirais que à partir de ce point de départ, effectivement, il faut aussi rappeler qu'on est dans un espace public partagé. En tant que ville, nous devons d'aménager l'espace urbain, et on va en parler sans doute dans la fin de la conférence avec les solutions, mais déjà on peut se dire qu'il y a un certain nombre d'éléments à prendre en considération. Tout d'abord, on a une multiplication du nombre de modes de transport, de modes de déplacement, avec des conflits potentiels, notamment parce que la coexistence est difficile entre les vélos, les voitures, les piétons, où chaque mode a ses tenants, voire ses lobbies. On a un développement absolument important actuellement des modes de déplacement dits actifs, que je préfère à la mobilité douce. Actif, c'est plus précis, c'est-à-dire en gros les piétons et surtout les vélos. Mais ces vélos, il faut assurer la continuité des pistes cyclables, il faut assurer leur sécurité, il faut avoir des espaces dédiés, il faut avoir du stationnement. Donc beaucoup d'enjeux autour de ces modes actifs. Les trottoirs s'élargissent et les vélos prennent de plus en plus de place dans la ville. Tout simplement, ça veut dire quoi? C'est qu'on va avoir des problèmes de stationnement pour tous les autres véhicules, avec une augmentation des tarifs, avec des zones vertes, des zones rouges, une volonté de développer les parkings souterrains et d'essayer de faire en sorte que les véhicules soient vraiment garés en souterrain et non plus en surface, parce que l'espace en surface se réduit. Ça veut dire que pour la logistique, on a des places de livraison qui ont été faites à une certaine époque, qui ne sont pas adaptés à de très gros véhicules, qui le sont beaucoup plus pour des véhicules utilitaires légers. Et il faut absolument respecter les règles de part et d'autre, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes d'horaire qui ne sont pas toujours respectés, des problèmes de bruit, j'en ai parlé, mais souvent tout simplement la flemme de se garer sur ces espaces de livraison en se mettant en double fil ou en empêchant tout simplement la circulation de rester fluide. Et cela va s'aggraver avec l'aménagement urbain que je viens d'évoquer rapidement, qui va faire en sorte que dans les villes, les voies de circulation seront forcément un peu plus restreintes. Ça veut dire des nouveaux aménagements pour nos communes, notamment pour ces espaces de livraison, dans l'esprit d'une logistique du dernier kilomètre qui va être décarbonée et qui va faire appel à des véhicules forcément plus petits.
C'est pour ça que pour cette logistique vraiment dans les villes, pensez à faire évoluer vos chaînes logistiques et vos types de véhicules pour qu'ils soient le plus courts possible. Bien entendu, on a toute l'évolution actuelle et c'est une vraie révolution vers les véhicules électriques, mais pas seulement. Et on va avoir tout simplement aussi à contenir la croissance des petits véhicules individuels qui posent d'énormes problèmes de sécurité. Je pense notamment aux trottinettes. Si on parle maintenant des ZFE, vous l'avez dit, l'amélioration de la qualité de l'air est vraiment fondamentale. On voit aussi qu'on a jusqu'à présent essayé de résoudre le problème avec en fait une solution un peu intermédiaire qui n'a pas vraiment été un succès. Je pense à la circulation alternée, où la verbalisation n'a pas vraiment été efficace, où la technologie et même l'acceptation sociale étaient plutôt douteuses. Donc c'est un petit peu ça qui est à la source des ZFE, c'est tout simplement le fait qu'il fallait trouver une solution un peu plus radicale que l'Union européenne, parce que nous sommes dans un contexte européen beaucoup plus large, a vraiment impulsé pour l'ensemble des pays, pour l'ensemble des États membres, avec la création de la vignette critère. Donc cette vignette critère, c'est quoi? C'est le classement en fonction des niveaux d'émissions de particules fines et notamment d'oxyde d'azote, qui a été donc l'objet d'une échelle de 0 à 5. Donc je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais retenez que la vignette 0 n'est réservée qu'aux véhicules électriques ou hydrogène, que la vignette 1 peut inclure les véhicules au gaz et en hybride rechargeable, que ensuite vous avez l'essence qui est un peu plus privilégiée que le diesel dans les autres catégories de vignettes, puisque en fait la vignette 2 est attribuable au diesel uniquement en Euro 5 et 6. Alors Euro 5 6, c'est en fait l'ensemble des classifications de ces différents niveaux d'émissions de particules par l'Europe. Et donc il est aujourd'hui en débat effectivement de pouvoir aller vers même une Euro 7 qui est fortement contestée par tout le secteur, bien entendu, notamment des constructeurs automobiles. On peut dire que cette vignette critère est obligatoire pour circuler dans des fameuses ZFE, dont on va parler plus en détail, mais également, je le précise, en cas de circulation différenciée, telle qu'on a eu par exemple en Île-de-France ces jours derniers avec les pics de pollution aux particules fines. C'est donc important de se dire que il vaut mieux l'avoir parce que le fait de ne pas l'avoir sur le pare-brise déjà est sanctionnable et verbalisable. Il suffit d'être arrêté par les forces de l'ordre pour une autre raison, eh bien ils vont contrôler votre vignette critère. Donc c'est important de rappeler qu'il faut la mettre en place et qu'il faut bien entendu pouvoir gérer la lente transition, on en parlera pour la suite. Alors, si on passe maintenant à une définition plus précise de ce qu'est une zone à faible émission, c'est tout simplement le périmètre dans lequel les véhicules les plus polluants seront interdits de circuler. Et ce périmètre, il est défini par les métropoles, sachant que le principe général, il est effectivement impulsé par l'Union européenne et donc en relais par l'État français par exemple, mais les définitions géographiques, cartographiques, on va dire, de ces ZFE sont définies en fait au niveau des métropoles. En tant que ville, en tant que membre d'un conseil municipal, nous avons dû voter si nous étions en faveur ou pas de notre appartenance à Montrouge, à la ZFE que la métropole du Grand Paris lançait. Eh bien, on a même fait un sondage auprès de la population. C'est intéressant de savoir que plus de 60% de la population était tout à fait en faveur de la mise en place de cette ZFE chez nous. Ce qui veut dire que la pression ne vient pas, vous voyez, uniquement des autorités ou de l'aspect politique, mais aussi des citoyens qui veulent une meilleure qualité de l'air dans la ville. Alors c'est vrai que ces ZFE aujourd'hui sont, je dirais, mises en place ville par ville, puis métropole par métropole, et c'est au niveau de la métropole après que l'ensemble des ZFE finalement prend effet, avec des objectifs clairs, vous les avez un petit peu évoqués, avec en 2025 quasiment toutes les métropoles de plus de 150 000 habitants qui seront concernées, ça mène à 44 à 45 métropoles au total, 44% de la population française vont être concernée. Vous allez avoir après, en 2030, une interdiction totale des véhicules diesel ou essence. Donc ça veut dire que nous avons moins de 10 ans, nous sommes en 2023, on a 7 ans pour gérer cette transition, et ça veut dire qu'effectivement va se poser un certain nombre de problèmes
qui ne peut être qu'une lente transition avec de multiples enjeux, parce que on ne peut pas aller trop vite là-dessus, et c'est un vrai casse-tête, c'est le titre de ce brain-up, c'est un vrai casse-tête parce que c'est une adoption au forceps, c'est-à-dire que même en tant que commune, nous avons été un peu forcés par la métropole d'avancer. Et puis cela a créé des problèmes, vous pouvez l'imaginer si vous regardez cette carte, pour des communes un petit peu à la limite, qui étaient en fait à cheval, à l'intérieur de l'A86 ou à l'extérieur de l'A86. D'où la métropole qui a fait après en sorte d'élargir à l'ensemble des villes concernées dans leur totalité pour résoudre ce problème. Voilà, mais initialement, il n'était prévu que ce soit à l'intérieur de l'A86, pour prendre l'exemple de l'Île-de-France. Donc vous voyez qu'il y avait là déjà une problématique forte et que la métropole a imposé finalement le fait que la limite soit en prenant l'ensemble des communes concernées. Objectif 2030, objectif donc important, et ce casse-tête, eh bien, il est tout simplement traduit par un certain nombre d'enjeux avec pas mal de difficultés à résoudre. Je dirais que d'abord la cartographie, je viens d'en parler, la géographie doit être toujours bien concernée avec, je dirais, une concertation entre les métropoles et les communes et les habitants. Est-ce qu'on les a vraiment consultés? Est-ce qu'on a consulté les professionnels? Peut-être encore moins. Je dirais qu'il y a aussi un enjeu politique, parce que vous savez très bien que l'acceptation sociale de cette affaire est quand même liée au souvenir des Gilets jaunes, et qu'il y a une très grande prudence sur le plan politique là-dessus, ce qui ouvre des portes de négociation et de dialogue possible. Bon, il y a l'enjeu environnemental, parce que les énergies alternatives ne sont pas toutes produites de manière très propre, et qu'il faut aussi faire la distinction entre ces différentes énergies. L'enjeu technologique, notamment sur les motorisations, et également sur la verbalisation. Alors les motorisations, ça évolue très vite, j'en parlerai dans le dernier visuel sur l'évolution des flottes, mais il est évident que sur la verbalisation, il y avait un enjeu technologique important. Il est aujourd'hui clair que ce sera automatique parce qu'on n'a pas les moyens humains de verbaliser ce respect d'interdiction dans les ZFE. Enfin, vous avez effectivement un enjeu social important parce que le renouvellement, et là je parle des véhicules légers, va toucher énormément de populations qui a des véhicules très anciens maintenant et qui n'a pas les moyens tout simplement de les renouveler. On peut dire qu'il y a des conséquences directes sur les chaînes logistiques. On va devoir revoir les chaînes logistiques, il va falloir revoir les flottes de véhicules, étape par étape, et c'est là que je voudrais aller un peu plus dans le détail sur ce qui doit être pris en compte. Tout d'abord, la verbalisation. La verbalisation ne va être vraiment mise en place qu'à partir de 2024. On peut dire que l'année 2023 est encore une année de transition à ce sujet, avec pour les véhicules légers une amende de 68 € forfaitaire, classe 3. Pour les poids lourds, plutôt 135 €, classe 4. Et évidemment, il y a dans ce contexte à vraiment prendre le problème à bras-le-corps en disant bah oui, on est obligé d'y aller, quoi. On est obligé d'y aller. Hein, la concertation, elle a aussi ses limites. Ça sera peut-être pour quelques dérogations, pour quelques éléments de détail, mais vraiment le mouvement est lancé et je crois qu'il faut le prendre à bras-le-corps. Alors par rapport à ça, il y a la difficulté des offres partielles parfois sur le type de véhicule propre que vous pouvez trouver sur le marché, qui sont encore avec des prix relativement très élevés, notamment pour les véhicules électriques. La solution est sans doute du côté du GNV pour des motorisations abordables, un peu plus abordables on va dire. Vous avez par exemple en Île-de-France l'implication très forte du SIGEF, hein, ce syndicat d'énergie du gaz en Île-de-France, que je vous invite vraiment à consulter de près. On peut dire aussi que vous avez des infrastructures de recharge encore insuffisantes aujourd'hui. Il faut adapter les infrastructures de recharge aux véhicules lourds et pas simplement aux véhicules légers. Si aujourd'hui la cartographie des bornes de recharge, des stations de recharge évolue très très vite, notamment sur les autoroutes, vous avez quand même encore beaucoup de progrès à faire pour pouvoir demander à vos villes, notamment pour les zones d'activité, les zones industrielles, de pouvoir vraiment équiper les rues hein, et vous-même à l'intérieur de vos entreprises de bornes de recharge adaptées aux véhicules plus lourds.
N'oublions pas également que vous avez une forte croissance de l'e-commerce qui fait qu'il y a des exigences clients très très fortes qui impliquent aujourd'hui de devoir répondre avec des chaînes logistiques extrêmement flexibles, extrêmement souples, et pas simplement en regardant la logistique du dernier kilomètre, mais je crois que un des prochains intervenants en parlera encore plus. Donc, des plans de transport à refondre, des plans de transport à reprendre, à repenser, et il est évident que quelle que soit la métropole dans laquelle vous êtes, même s'il y a beaucoup de différences de calendrier ou beaucoup de différences sur certaines prédispositions, il y a quand même à bien prendre en compte le fait d'avoir un renouvellement de votre flotte étape par étape. Alors, il y a aujourd'hui un certain nombre d'aides, que ce soit pour le GNV ou pour l'électrique. L'hydrogène, laissez tomber pour le moment, ce n'est pas encore très mûr, mais on peut dire qu'il y a au moins ces 3 technologies en concurrence pour les poids lourds. Aujourd'hui, ça progresse beaucoup plus vite sur le GNV et sur l'électrique que sur l'hydrogène. Mais c'est aussi une question d'efficience et de coût, tout simplement. Le coût d'exploitation d'un bus à hydrogène, par exemple, a été mesuré dans la ville de Montpellier à 75 centimes d'euros, alors qu'un bus électrique était à 30 centimes d'euros par kilomètre. Ils ont vite changé leur plan, ils sont revenus à des bus électriques plutôt que de rester sur des bus à hydrogène. Je vous invite à regarder cet exemple de Montpellier en détail si ça vous intéresse. Les aides, elles sont multiples à plusieurs niveaux. Vous avez les aides des régions, les aides des métropoles, les aides des chambres de commerce et d'industrie, les aides même des communes. Donc il faut aller un peu à la pêche en fonction de là où vous vous situez pour pouvoir cumuler. Ce qui est très intéressant et très positif, c'est que ces aides différentes par niveau administratif, on peut dire, sont cumulables avec les bonus écologiques. Vous savez que quand vous passez à un véhicule propre, un véhicule électrique notamment, vous avez un véhicule qui est tout à fait subventionné par l'État. Par exemple, pour un véhicule utilitaire léger, j'essaye de traiter plusieurs cas de véhicules, cela va jusqu'à 4 000 € de bonus écologique. Donc l'ensemble des autres aides se cumulent avec ces 4 000 €-là. C'est vraiment important à savoir. Après, vous avez en moyenne, par exemple, dans le Grand Paris, pour prendre l'exemple Île-de-France, les moins de 3,5 tonnes qui sont aidés à hauteur de 6 000 € par la métropole. Pour les plus de 3,5 tonnes, à 9 000 €, toujours par la métropole. Les transports de marchandises peuvent être aidés jusqu'à 15 000 €. Donc, vous voyez, on peut donner des chiffres dans tous les sens. Il y a beaucoup d'aides, en résumé, et ces aides sont cumulables. Et il y a la possibilité de, je dirais, anticiper le plus possible ce renouvellement de flotte. Comme toujours, comme dans tout projet réussi, vous avez 3 piliers pour bien réussir. C'est d'une part de mettre en place un bon processus en interne, une bonne approche projet sur le sujet, avec les bonnes personnes, et les technologies qui vont bien avec. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de progrès qui vont être faits sur l'intelligence artificielle et l'aide à ces différents renouvellements, sachant que je vous propose en fait 3 phases, 3 étapes très simples. C'est vraiment de faire un état des lieux de votre parc, vraiment une analyse du cycle de vie véhicule par véhicule pour pouvoir phaser votre flotte en fonction des priorités de renouvellement. Moi, je vous donnerai déjà un premier conseil, c'est de vous débarrasser des diesels en tout premier lieu pour aller au moins vers de l'essence à très court terme, puis vers le GNV ou l'électrique à moyen terme. Si les achats sont lourds et si les durées de vie des véhicules, on le sait bien, sont très longs, eh bien la solution de la location transitoire, provisoire, est sans doute à étudier par rapport à un achat en tant que propriété directe. C'est pour ça qu'il faut en planifier, il faut anticiper ces évolutions, phaser les choses et faire en sorte que vous puissiez faire des choix, je dirais, éclairés, bien orientés en fonction d'un certain nombre de critères. Je pense notamment le nombre de kilomètres qu'un véhicule fait en moyenne par jour, de le grand périmètre géographique dans lequel ces véhicules se situent, parce qu'il est évident que un véhicule qui n'a besoin que de faire 200 ou 300 km par jour, eh bien aujourd'hui vous avez beaucoup de solutions, alors que si vous avez besoin de solutions poids lourds, semi-remorques qui doivent faire 1000 km dans la journée, évidemment ce n'est pas en électrique que vous pourrez le faire tout de suite. Voilà. Donc à votre disposition pour des questions tout à l'heure. Merci beaucoup Pascal. Effectivement, il y en a beaucoup des questions parce que c'est un sujet qui intéresse tout le monde et puis on a bien compris qu'il y avait un certain nombre d'enjeux, que
en particulier technologiques. Certaines technologies répondaient à des problématiques sur la courte distance, sur le last mile, moins pour d'autres, sur la longue distance, pour les tractions. J'ai peut-être commencer par rappeler à tout le monde qu'on vient de publier un sondage sur le renouvellement de la flotte, donc n'hésitez pas à y répondre directement sur l'onglet en bas de votre écran. Et je reviens à vous, Pascal, une ou deux questions. Il y en a eu beaucoup, encore une fois. Je pense qu'il y en a beaucoup qui concernent, au final, la politique de la ville et puis aussi des sujets plus précis sur les ZFE. Il y a une question, mais j'en ai vu plusieurs qui étaient autour du même thème, qui étaient au final dans ces villes-là, dans votre ville, quelle est la place pour les usines, quelle est la place pour le monde industriel dans les villes que vous décrivez? Alors c'est une question un peu globale et un peu. Non, mais en réponse globale et pour faire très court, il est évident que chaque ville a ses caractéristiques propres. Vous avez des villes très très denses et très, je dirais, urbaines comme la nôtre, qui fait 5 km² en petite couronne de Paris, où on n'a absolument pas de foncier large et disponible, donc il n'y a pas de zone industrielle. En revanche, vous en avez dans des communes qui sont à 5 à 10 km vers l'extérieur, ce que j'appellerais la moyenne couronne. Et lorsque vous êtes en moyenne couronne d'une métropole, là vous avez effectivement des zones d'activité beaucoup plus développées. Là, tout l'enjeu est d'arriver à faire en sorte qu'il y ait une bonne articulation entre des grandes zones logistiques, je dirais des hubs centraux, des centres de distribution mutualisés dans les parties, je dirais, moyenne couronne, par exemple, là où il y a de l'espace, et que la logistique du dernier kilomètre puisse concerner des petits véhicules le plus possible, évidemment propres, le plus vite possible, pour les villes très très denses urbaines. Dans la ville où je suis à Montrouge par exemple, 50 000 habitants, en périphérie à la fois du périphérique de Paris mais vraiment tout de suite derrière le périphérique, on envisage un centre, je dirais, de logistique urbaine pour être un relais de ces gros hubs, pour pouvoir accueillir des véhicules utilitaires de moyenne dimension. Ok, effectivement, il y a pas mal de débats autour de la notion de ces corridors. C'est le corridor longue distance qui amène via des poids lourds. On a bien compris qu'aujourd'hui, les technologies n'étaient pas toutes matures sur ces sujets-là, qui amènent les marchandises aux portes des villes. Et la question, c'est savoir si est-ce que cette porte de ville, c'est une porte de ZFE aussi. Il y a des questions, une question de Rémi typique, qui est en lien évidemment, c'est sur le déplacement du problème de pollution. Est-ce qu'au final, la ZFE, elle n'externalise pas la pollution à l'extérieur de la 86, par exemple? Oui. Donc c'est ce type de débat. Je ne sais pas si vous voulez en dire un mot sur cette notion d'externalisation de la pollution, qui est un vrai débat public. Non, c'est un enjeu général, effectivement. C'est une tendance qui risque d'être constatée, de voir les véhicules les plus polluants rester dans les campagnes et disparaître des villes, quel que soit le véhicule. Alors maintenant, c'est vrai aussi que la diffusion des particules fines dans la campagne pose un petit peu moins de problèmes que dans la densité de nos villes, tout simplement. C'est pour ça que l'Europe a plutôt privilégié les métropoles en tout premier lieu. Parfait, merci. J'ai une question que je voulais vraiment poser. Alors, il y a d'autres questions du public. Ils m'excuseront, mais j'ai une question que je voulais vraiment poser pour rebondir sur ce que vous avez dit. Vous avez dit tout à l'heure le temps de la concertation. La concertation, c'est bien, mais ce temps-là, on l'a fait. Quelque part, on est derrière, on a passé le cap. En tant que ville. Oui, mais il y en aura d'autres, j'imagine, hein, évidemment. C'est pas si monolithique que ça. Mais est-ce que vous pourriez revenir sur ce sujet-là, sur ce que vous avez mis en place et ce que vous comptez mettre en place demain en termes de concertation avec les acteurs privés? Oui. En tant que ville, la concertation avec les acteurs privés, notamment dans notre ville, va concerner ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'espace vraiment à partager pour les livraisons. Je vous ai expliqué qu'il fallait des véhicules plus petits pour aller sur nos places de livraison. Donc ça, c'est un phénomène où la concertation, elle est permanente avec les acteurs privés. Et puis, comme on va monter un centre urbain de logistique urbaine, ça va être aussi l'occasion de voir quelle articulation on va pouvoir mener avec, je dirais, les transporteurs qui viendront du périphérique ou qui viendront de l'extérieur. Et quand on parlait de la porte de la ZFE, c'est surtout les communes qui sont au périmètre de cette ZFE, pas celles qui sont au milieu, bien sûr. Ok, effectivement. Merci beaucoup, Pascal. Je vous propose maintenant de passer à l'intervention de Sébastien dans un instant. Merci beaucoup.
Bien, Merci à tous. bonjour. Sébastien, je vous laisse la parole sur votre vision d'acteur du monde du transport, sur l'évolution de la flotte en particulier. Merci beaucoup. Alors déjà en introduction, je pense que Monsieur le maire adjoint a bien posé le problème dans toute sa complexité et à la fois avec des notions qui peuvent être toucher le monde du transport et peut-être des fois manque d'informations sur les arrêts qui peuvent concerner l'automobile et le poids lourd, puisqu'on n'est pas tout à fait sur les mêmes schémas. Tout d'abord, ça a été évoqué avant, le mouvement des ZFE n'est pas un mouvement franco-français, mais c'est un mouvement européen. Donc c'est quelque chose où il va falloir aller, où, comme Monsieur le maire adjoint l'a dit, c'est une volonté non pas que des politiques, mais aussi de nous, citoyens. Vivre dans une atmosphère moins polluante, c'est une ambition de tout le monde. Là-dedans, les transporteurs sont des acteurs économiques, certes, mais c'est aussi des citoyens. Et on se confronte à la possibilité technique ou pas de pouvoir aller vers des transformations. Et quelquefois sur des partis pris politiques, sur des énergies, alors qu'aujourd'hui on est sur une phase de transition et qu'il y a des énergies de transition et que l'énergie unique que nous connaissons aujourd'hui, qui est une énergie liquide, n'existe pas à date et peut-être qu'elle n'existera jamais. Ça a été évoqué, mais effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de métropoles qui mettent en place des zones franches, avec ou pas l'interdiction du diesel, puisque aujourd'hui, minoritairement, les métropoles interdisent l'accès au diesel. Nous avons bien conscience que cette interdiction-là va se généraliser dans les années à venir, mais il est quand même à noter que entre les choix de l'Europe, notamment l'arrêt de la commercialisation des moteurs thermiques pour l'automobile et pour les véhicules utilitaires légers en 2035, fera que de toute façon, à moyen terme, nous irons vers des véhicules qui ne seront plus diesel. Dans le monde du poids lourd, on est au-delà de ces dates-là, il n'y a pas encore de dates qui ont été définies. On s'oriente vers la réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre à horizon 2040 pour un objectif 2050 de 100% de réduction. Traduction, les véhicules électriques hydrogène en 2050 seront une réalité dans le monde du poids lourd. À aujourd'hui, comme ça a été dit précédemment, c'est pas encore le cas. Il y a des évolutions technologiques qui arrivent et face à ça, on a aussi des carburants alternatifs. Ça s'appelle le B100, ça s'appelle le bio-GNC ou le GNV, comme l'a dit Monsieur le maire, adjoint au maire précédemment. En attendant, la bonne nouvelle du moment, c'est qu'il existe des énergies après à chacun des transporteurs de pouvoir trouver les cas d'usage et l'énergie qui ira bien avec la décarbonation du monde du transport. Aujourd'hui, ça existe. Par contre, de généraliser en disant la solution, c'est l'essence, dans le monde du poids lourd, ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, on est face à des incompatibilités techniques. Par contre, oui, il existe des véhicules électriques. Par contre, on est sur des métriques en termes de coûts qui n'ont aucune mesure, qui ne sont pas en rapport avec les aides que l'on peut avoir, puisque si je prends le monde du frigorifique, un porteur diesel qui va dans les centres-villes, ça vaut à peu près entre 120 et 150 000 euros. Un porteur GNV, le même entre 200 et 220 000 euros. Un porteur électrique, c'est 400 000. Donc aujourd'hui, on voit que les niveaux d'aide qui sont proposés ne sont pas en rapport avec ce que le monde du transport peut attendre. Mais après, chacun a ses stratégies. Il y a aujourd'hui effectivement des véhicules qui roulent peu et qui ont toute leur place au sein des métropoles pour décarboner. Après, moi, j'ai toujours une question dans le cadre de ces discussions-là, c'est l'intervenant précédent l'a très bien dit, les métropoles et les villes veulent avoir des véhicules de plus en plus petits. Je vais juste donner un chiffre qui est celui de la métropole de Lyon. Par an, 50 millions de tonnes passent dans la métropole pour alimenter et faire vivre la métropole. Plus on aura des véhicules petits, et plus un des objectifs qui était évoqué avant, c'est-à-dire la désaturation des réseaux des métropoles, pour moi est incompatible. Après, moi je suis ouvert à la discussion. Mettre en place des petits véhicules, ça changera nos schémas de distribution.
Par contre, à côté de ça, c'est une évolution. Je veux dire, on continuera à livrer, on continuera à avoir plus de véhicules qui iront livrés dans les villes si on nous demande de livrer avec des petits véhicules. Personnellement, dont acte. C'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des changements qui sont des changements de flotte. Une fois que les règles sont bien établies et lisibles, ça reste de l'investissement et de l'adaptation en fonction des contraintes. Je vois dans le chat qu'il y a un carburant qui est évoqué, qui est le HVO. Oui, effectivement, on a aujourd'hui des carburants autres que le GNC et l'électrique qui permettent de décarboner. Ça s'appelle des XTL. On peut les mettre dans tous les véhicules, qu'ils soient particuliers ou poids lourds. Après, c'est une question de est-ce que c'est une énergie de transition et que l'on accepte d'avoir des énergies de transition pour accéder aux métropoles, ou est-ce que l'on veut aller directement vers l'électrique, qui aujourd'hui dans le monde du poids lourd est un horizon qui est au-delà de 2030 largement. C'est-à-dire 2030, avoir des véhicules électriques qui soient isodiesel pour qu'il n'y ait pas d'impact coût sur la population, sur l'augmentation du prix des livraisons. C'est une des questions qui était évoquée. À s'adapter et investir, c'est le lot de toutes les entreprises, j'aurais tendance à dire. Maintenant, l'adaptation à marche forcée sur des véhicules qui coûtent à minima le double, voire le triple des véhicules actuels, forcément, il y aura un impact. Chez Steph, aujourd'hui, on essaie de le générer et de le réfléchir en termes de TCO. Aujourd'hui, les TCO, donc les coûts complets de la livraison en GNC et en électrique, sont chiffrables et chaque entreprise peut les chiffrer. Pour avancer un petit peu, j'ai essayé de réfléchir par rapport à BrainUp sur quels étaient les enjeux pour Steph. Je pense qu'il y a certains des enjeux qui sont valables pour l'ensemble des transporteurs qui sont autour de la table. La première, c'est qu'il y ait des règles. Les règles, pour moi, elles doivent être lisibles. Quand je dis lisible, c'est que savoir où aller chercher l'information aujourd'hui à l'échelle des métropoles, c'est compliqué. Il y a des organismes comme TLF qui nous aident là-dedans. Ils ont fait des documents qui sont très bien faits sur la lisibilité des zones franches. Comme tu l'as dit, Guillaume, tout à l'heure, jusqu'à vendredi dernier, pour la métropole de Lyon, c'était clair. Les investissements pouvaient être flagués. Depuis hier matin, ça a décalé de 2 ans sur l'interdiction du diesel. Dommage pour Steph, on était en avance et on s'était mis en situation d'être dès cette année en critère 1. Bon, les surcoûts, on va les avoir. Par contre, le marché, on ne pourra pas les répercuter au marché puisque l'interdiction a été décalée. Et ça fait partie de la lisibilité. La deuxième des lisibilités, c'est le point d'après, c'est-à-dire c'est intégrer les disponibilités technologiques dans ces choix-là. Moi, aujourd'hui, d'aller vers de l'électrique, j'ai zéro problème. Par contre, me dire en 2026, je dois être à l'électrique, technologiquement parlant, je ne sais pas comment je ferai. Disponibilité des matériels, surcoût. Après, encore une fois, si on me dit les surcoûts sont absorbés, mais le monde du transport, il faut savoir quand même que le monde du transport est un monde qui travaille à marge faible. On est à la recherche du centime d'économie en permanence et qu'une entreprise qui fait entre 3 et 5% de résultats nets est une belle entreprise dans le monde du transport. Donc aujourd'hui, effectivement, les transporteurs n'ont pas la capacité d'absorber les surcoûts technologiques du moment. Donc soit on attend que la disponibilité technologique soit en place, soit à un moment donné, il faudra qu'il y ait des aides, mais les aides ne sont pas en rapport avec les surcoûts que l'on a aujourd'hui. Dans les règles, la première, c'était la lisibilité. La deuxième, pour moi, c'est anticiper. Le time to market aujourd'hui est long et la période que l'on vit est une période d'inflation et de délai beaucoup plus long. Un véhicule qui mettait, un tracteur qui mettait 3 mois à être livré, aujourd'hui, on est sur des délais à 1 an et demi. Un porteur, c'est pareil. Donc aujourd'hui, d'imposer des règles qui ne sont pas anticipées va nous mettre en difficulté. L'harmonisation, c'est un sujet qui est majeur. Par définition, un véhicule, c'est quelque chose qui est fait pour rouler. D'avoir à l'échelle de Grenoble, Chambéry, Lyon, des règles qui soient différentes avec des typologies de véhicules qui soient interdites avec un manque d'harmonisation dans les timings, ça reste compliqué. C'est réalisable, mais à un moment donné, de l'harmonisation sur les directives, c'est aussi ce qui est l'idéal. Après, j'avais noté évolutive.
Comme je dis tout à l'heure, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe aujourd'hui des carburants qui permettent de décarboner. Tous les carburants ne permettent pas de réduire la pollution. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle d'une évolution technologique et d'investir dans des nouveaux matériels, on est forcément aux dernières normes européennes. Donc aujourd'hui, la norme Euro 6 Step E, demain Euro 7, après-demain Euro 8. Évidemment que ces évolutions-là, on les vit depuis 20 ans et on va continuer à les vivre pendant 20 ans. Donc aujourd'hui, on reste avec un vieux réflexe de le diesel, ça pollue. Aujourd'hui, un diesel moderne, Euro 6 Step E, demain Euro 7, est à des niveaux de pollution qui sont quasiment infimes et où l'ensemble des technologies GNC, diesel, XVO, HVO, XTL et électrique sont à des niveaux de pollution qui deviennent du non mesurable. Et ça, il faut bien l'entendre aussi à un moment donné. Renouveler la flotte à aujourd'hui avec les dernières technologies, c'est aussi travailler la dépollution des villes. Et ce sont des choix qui sont européens, puisque ce sont des normes européennes. Et qu'aujourd'hui, de faire des choix politiques vers une énergie, aujourd'hui, je pense bizarrement, je trouve qu'on lutte contre la décarbonation, parce que justement, on enlève de la lisibilité et on essaie d'imposer à tout le monde les mêmes énergies. Chacun, lorsqu'on s'appelle La Poste, avoir des véhicules électriques, oui, c'est réalisable parce qu'on est sur des petits tonnages et que la livraison de courrier peut se faire décarboner. Lorsqu'on va livrer un restaurant qui fait l'équivalent d'une semi par jour de marchandises parce que c'est le niveau de production de ce restaurant-là, on imagine bien qu'on ne peut pas remplacer cette semi-là par une flotte P de véhicules petits qui auront moins de charge utile. Après, on peut, mais par contre, on ne travaillera pas un des 3 piliers qui avait été cité tout à l'heure, qui est la décongestion des villes. Et effectivement, il faut qu'on travaille sur ce sujet-là. L'intégration de la disponibilité technique dans les choix politiques, j'en ai déjà parlé, mais encore une fois, aujourd'hui, le diesel, depuis le Dieselgate, c'est à bannir. On est tous d'accord. En attendant, un diesel de dernière génération avec une lisibilité sur la période d'utilisation et la fin de ces périodes-là, et favorise aussi l'arrivée et la décarbonation des villes. Ensuite, il y a un enjeu majeur, c'est être en contact des métropoles et des villes. Pourquoi? Il y a 2 raisons. C'est comprendre et faire comprendre. Comprendre les attentes de nos élus, qui sont, vues de l'extérieur, pas forcément aussi claires que ce qui a été énoncé précédemment. Mais globalement, toutes les métropoles se rejoignent derrière ces objectifs-là. Mais c'est aussi faire comprendre quels sont les impératifs et quelles sont les contraintes que l'on peut avoir dans le monde du transport et de la logistique. Ça a été dit tout à l'heure dans le chat, le métier principal des transporteurs, c'est d'optimiser les transports. Ça, on l'oublie toujours, mais aujourd'hui, un véhicule qui part à vide, c'est un véhicule sur lequel on perd de l'argent. Après, oui, je suis d'accord, lorsqu'on sort du mine de Rungis, on n'a pas forcément des véhicules qui sont à plein. Mais par contre, le véhicule est arrivé plein dans le mine de Rungis parce que c'est un hub et qu'il va falloir après aller vers de la livraison de centre-ville. Donc aujourd'hui, c'est comprendre et faire comprendre notre métier et comprendre les impératifs des métropoles. Et le dernier sujet, effectivement, la résilience de nos exploitations. Oui, nos exploitations vont devoir évoluer. Oui, aujourd'hui, le véhicule s'adapter à toutes les contraintes de l'exploitation. Demain, c'est l'exploitation qui devra s'adapter aux contraintes des véhicules, mais avec des contraintes qui vont évoluer. Aujourd'hui, les schémas logistiques en électrique sont peut-être pas réalisables. Je vous mets mon billet qu'en 2035, il pourrait y avoir les mêmes schémas logistiques avec des véhicules 100% électriques parce que l'autonomie sera là et les temps de recharge seront là. Voilà. Voilà en quelques mots quels pouvaient être les enjeux pour Steph et je pense pour beaucoup de transporteurs autour de la table. Merci beaucoup Sébastien. Alors j'aime bien le discours. On comprend bien qu'on ouvre une période de transition et que cette transition, elle doit être la plus lisible possible. Et j'ai bien noté l'exemple de Lyon, Lyon qui décale de 2026 à 2028 l'interdiction des critères 2 et qui au final le décale pour intégrer les demandes des acteurs privés et qui en conclusion, enfin en conséquence, va
va à l'encontre d'une stratégie d'un acteur privé comme Steph qui avait prévu, qui avait prévu le coup et du coup effectivement qui ne vous permettra pas d'aligner le prix sur le marché. Donc ça c'est le côté un peu contre-productif de cette concertation. Évidemment, il y a beaucoup de questions, et les quelques réponses au sondage montrent que, bah, effectivement, aujourd'hui, tout le monde, en tout cas la majorité des acteurs, et ça avait d'ailleurs bien été noté par l'Union de TLF, que la majorité des acteurs a enclenché cette réflexion autour du renouvellement de la flotte, ce qui est normal, et que ce renouvellement de la flotte est largement drivé par le ZFE et par ce fameux critère 2, ou comme vous l'avez évoqué, la notion de diesel qui est devenue un petit peu le diable aujourd'hui, mais qui par ailleurs aujourd'hui, quelque part il y a diesel et diesel, si je reformule un peu vos mots. Peut-être quelques questions de l'audience. Alors, je préciserai juste une chose, c'est que au sein de Steph, on n'a pas attendu les ZFE pour aller vers de la décarbonation. Et aujourd'hui, on a un plan Moving Green qui s'appuie essentiellement sur le baissant. Et on l'a lancé avant qu'il soit critère 1, parce que pour nous, c'est un enjeu sociétal d'entreprise et qu'à un moment donné, on a fait avec les disponibilités. Ok, on savait que à l'époque, le baissant n'était pas un critère 1 et donc ne pouvait pas accéder aux villes. Par contre, ça ne nous empêche pas de pouvoir décarboner sur le reste, sur les tracteurs qui sont la majorité de notre flotte et de pouvoir réduire les gaz à effet de serre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il existe des technologies. On peut travailler le sujet. Après, souvent, la ZFE va à l'encontre de ce que fait l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe, pour elle, les polluants sont déjà derrière nous. Et c'est pour ça qu'il y a des normes euro en poids lourd et en automobile. Par contre, la lutte sur les gaz à effet de serre est un des enjeux européens. Donc, avoir accès à des carburants qui permettent de décarboner et de réduire les gaz à effet de serre, ça fait partie de l'enjeu global. Par contre, sur la partie des métropoles, c'est là où on a un enjeu qui parfois vient en contradiction avec ce que veut l'Europe, et ce qui est parfois le plus étrange pour nous, transporteurs. J'entends complètement. On en revient un peu aux enjeux de lisibilité, de compréhension des directives publiques, qu'elles soient européennes, nationales, et puis après tout ça se retranscrit à des niveaux plus locaux et voire régional. Et je suis assez d'accord sur cette difficulté à comprendre tout cela. Ça paraît assez logique. Quelques questions du coup. Une question de Laure Brideau. En tant que chargeur, comment va se répercuter ou peut se répercuter déjà sur le calcul pied de page l'utilisation de véhicules électriques ou autre énergie que pétrole? Est-ce que dans votre stratégie de prix, de fixation des prix, comment ça fonctionne chez vous? Alors aujourd'hui, c'est un sujet qui est en réflexion parce qu'évidemment, il y a plusieurs énergies qui vont rentrer en ligne de compte avec des fluctuations qui sont très différentes. On parlait tout à l'heure du GNV, il a explosé au moment de la guerre en Ukraine. Quasiment personne n'avait d'indexation sur le GNV. Donc oui, je pense qu'il faudra passer par la loi pour avoir quelque chose qui soit cohérent et qui permette aux transporteurs de vivre face aux fluctuations de l'énergie. Il y a un sujet autour de l'électricité sur l'électricité, c'est quelque chose qui est commun aussi à nous en tant que citoyens. Donc, comment est-ce que la baisse des taxes sur le diesel sera répercutée ou pas sur la partie électrique? Donc, c'est des enjeux qui sont majeurs sur lesquels le groupe Steph est en train de réfléchir et n'a pas de solution à date, si ce n'est de dire que l'indexation gasoil, c'est une indexation carburant. On va vivre avec des carburants avec des mix énergétiques de transport qui seront différenciés en fonction des transporteurs, et que là, du coup, on va avoir besoin, je pense, que de la force publique pour nous aider dans ces tâches-là, parce qu'à un moment donné, on ne pourra pas raser gratis, excusez-moi du terme, mais l'énergie fluctue, on l'a vécu ces derniers temps, et il n'y a pas une énergie qui n'aura pas de fluctuation. Donc après, chaque transporteur aura sa réponse parce que chaque transporteur aura des cas d'usage différents et que peut-être que certains auront 100% d'électricité, peut-être que certains auront 10% de gaz, 30% de HVO et 50% de baissant. Et là-dedans, on va avoir des fluctuations qui seront différenciées. C'est là où la force publique va devoir aussi s'adapter parce qu'à un moment donné, jusqu'à présent, tout allait bien. On avait une seule énergie pour tout le monde. Ça s'appelait du diesel. Là, c'est facile.
la fluctuation du cours du pétrole, etc. Le CNR nous épaule là-dessus. Il faut savoir que le CNR n'a mis un indice gaz qui a 2 ans. Donc, on n'en est encore pas à l'hydrogène ni à l'électricité là-dessus. Donc, on aura besoin de la force publique, on aura besoin de concertation avec nos chargeurs. L'enjeu, c'est que le transport va coûter de plus en plus cher, avec des énergies qui vont coûter de plus en plus cher. OK, comment on le répercute? Ce que j'entends derrière, c'est une nouvelle fois la notion de complexité aussi sur ces sujets, de passer de une énergie à plusieurs énergies et gérer l'ensemble des impacts sur votre relation client qui rajoute encore une fois de la complexité au sujet. Merci beaucoup Sébastien. Je vous propose de passer à l'intervention de Guillaume. Il nous reste plus que 15 minutes. Donc merci Guillaume. Voilà. Alors, ce que je vous propose, moi, c'est d'aborder le sujet d'aujourd'hui qui a été assez largement abordé sous l'angle de la contrainte en termes d'opportunités. En fait, effectivement, la mise en œuvre de ces ZFE va obliger à revoir les plans de transport, va obliger à revoir les flottes, mais elle est aussi une formidable opportunité d'accélérer la transformation omnicanal du retail. Si on se positionne du point de vue du consommateur, le consommateur, lui, il attend effectivement que ces ZFE soient mises en place, que la vie en ville soit plus décarbonée, mais il attend en même temps demain de pouvoir être livré en e-commerce le jour même, et il attend d'avoir des nouvelles expériences d'achat dans les boutiques. Du côté du chargeur, lui finalement, il s'est déjà engagé, les plus gros chargeurs dans le monde en B2C sont engagés à la neutralité carbone sous un horizon de temps assez proche. Donc finalement, la mise en œuvre de ces ZFE sont des incentives pour aller vers l'atteinte de ces objectifs. Donc pour eux, c'est plutôt naturel. Ils veulent être capables également de fournir de nouvelles expériences d'achat à leurs consommateurs, ce qui suppose finalement de rapprocher les stocks des consommateurs. En fait, on va pas être capable de faire du e-commerce avec de la livraison le jour même si les stocks sont pas proches des consommateurs. Donc finalement, cette évolution s'inscrit dans une stratégie vers laquelle ils souhaitent aller. Le problème que ça pose véritablement aujourd'hui, c'est la mise en œuvre de ces ZFE, c'est surtout d'un point de vue du prestataire logistique et du point de vue du transporteur, qui finalement vont devoir repenser un peu leur offre de service et vont devoir finalement aider les clients à redéfinir leur schéma directeur pour s'appuyer de plus en plus sur ce qu'on appelle des hubs logistiques urbains ou des micro-fulfillment centers, qui vont commencer à se déployer de plus en plus dans les villes. Alors pourquoi ils vont apparaître ? Parce qu'on l'a bien compris, si demain on veut limiter le nombre de camions sur les routes et on veut s'assurer que les camions qui rentrent en ville soient plus pleins, il faudra un peu changer de paradigme, c'est-à-dire que le camion ne va plus partir d'un seul endroit plein pour aller avoir plusieurs points d'arrêt dans les villes. Il risque plutôt au contraire en amont d'avoir plusieurs points de collecte pour aller livrer dans un micro-fulfillment center de manière massifiée. Le problème que ça va poser, c'est que aujourd'hui, y a-t-il suffisamment de foncier? Patrice Huron le mentionnait tout à l'heure. Comment on organise en fait ces nouveaux centres logistiques urbains? Où va-t-on les situer? Donc ça pose une vraie question. Il y a plusieurs expériences qui ont déjà été menées. Il me semble que à Nantes, il y a de cela 3-4 ans, ils ont lancé un appel d'offres pour qu'un consortium composé de 3 prestataires logistiques, et seul ce consortium puisse livrer l'île de Nantes qui était complètement saturée en termes de congestion. Donc l'idée, c'était de dire finalement plus personne ne peut livrer quel que soit le type de flux sur l'île de Nantes si il ne passe pas par ce consortium, qui avait donc créé 3 centres de distribution urbains aux extérieurs de la ville pour intercepter les flux de marchandises et ensuite organiser la livraison de tout type sur l'île de Nantes. On a ce matin la ville de Chartres qui vient d'annoncer un appel à projet pour justement mettre en place un CDU. Patrice Hureau disait que la ville de Montrouge également était en train de se poser cette question-là. Donc on le voit bien, quelque part, toute cette notion de mise en œuvre de ZFE va imposer des nouveaux points de stockage et donc mettre en place une nouvelle logistique urbaine qui va devoir s'appuyer sur ces micro-fulfillment centers. Ça pose une question significative pour les opérateurs, c'est que le foncier en centre-ville, 1, il est rare, 2, il est beaucoup plus cher, et donc du coup, comment on répercute le prix ou comment on rentabilise ces opérations. Donc une des solutions principales, ça va être d'avoir recours à des solutions de densification des stocks et d'automatisation du traitement de la commande sur ces lieux-là,
pour être capable en fait d'accélérer la rotation des flux et finalement de faire de l'éclatement à partir de ce micro-fulfillment center. Et un des prérequis pour être capable d'évoluer en fait vers cette logistique urbaine, ça va être la digitalisation. Aujourd'hui, on n'est pas forcément en avance, mais ça veut dire que si je commence à avoir du stock qui est éparpillé dans un micro-fulfillment center, qui est disponible à la vente dans le magasin parce que je fais du ship from store, qui est également dans mes entrepôts centraux, bah, si j'ai pas une vision unifiée de mon stock, ça va être compliqué à mettre en œuvre et ça va complexifier la chose. Donc, si je passe à la slide suivante, voilà. Donc, il est important de repenser les schémas logistiques de distribution pour atteindre en fait cette omnicanalité. On le voit bien aujourd'hui, il y a beaucoup d'options de livraison qui sont proposées aux clients. Donc, on vous propose d'acheter sur Internet et d'aller le click and collect, d'aller retirer en drive. Vous avez l'achat e-commerce traditionnel. Vous avez le ship from store. Aujourd'hui, la question que doivent se poser les entreprises, c'est comment j'organise le traitement de mon flux pour adresser ces différents modes de prise de possession de la marchandise par les clients. C'est un des enjeux fondamentaux. Sur quelle responsabilité, sur quel délai de livraison s'engager? Comment réduire les délais de livraison? Donc, cela impose en fait de travailler différemment. On a par exemple aujourd'hui, justement à côté de la ville de Montrouge à Châtillon, un prestataire logistique qui vient de déployer un micro-fulfillment center qui a été monté sur une solution automatisée. Lui en fait se propose de transformer la logistique en essayant de faire du multi-client. Donc il va réceptionner des flux de plusieurs retailers depuis cet entrepôt. Il a densifié avec une solution d'automatisation AutoStore. Et aujourd'hui, son objectif, finalement, c'est de faire de la logistique as a service. Et comme c'est en plus un spécialiste du transport décarboné, il est à 400 mètres du périph', en fait. Et donc, il est capable aujourd'hui de livrer dans la journée des commandes e-commerce, de faire du réappro magasin, en départ de ce hub-là, avec de la cyclo-logistique. Donc, un des enjeux que je mentionnais, c'est que les prestataires logistiques vont devoir faire évoluer leur modèle, ils vont devoir descendre dans la chaîne de valeur de la supply chain pour être capables de proposer des solutions à proximité des centres-villes. Voilà, petit souci de connexion, pardon. Une question que ça pose également au niveau des retailers, c'est l'organisation des expériences d'achat en magasin. Aujourd'hui, on voit beaucoup, on a eu le cas récemment chez Adameo avec un leader mondial de l'agroalimentaire qui commençait à s'interroger sur la possibilité de livrer tout ce qui est disponible sur son site internet en moins d'1 heure dans Paris. Donc évidemment, on a cherché à lui mettre en place un micro-fulfillment center. Et la raison fondamentale pour laquelle il cherchait à mettre ce micro-fulfillment center, c'est que lorsqu'il faisait du ship from store depuis ses enseignes, l'arrivée des livreurs dégradait profondément l'expérience client, alors que c'était une marque premium. Donc aujourd'hui, quelque part, le fait de revoir et de repenser tous ces schémas de distribution va permettre aux grandes enseignes de proposer des nouvelles expériences d'achat tout en s'inscrivant dans ces objectifs de neutralité carbone à un horizon de temps relativement court. Ça va imposer également de repenser la fonction et le maillage des points de vente. Donc, ce qu'on va de plus en plus voir arriver, c'est ce qu'expliquait Patrice Hureau, c'est que aujourd'hui, dans les grandes surfaces de vente qui sont situées dans les zones un peu périphériques ou en moyenne couronne, très souvent, on a beaucoup d'espaces qui sont inutilisés, inexploités. Beaucoup de ces surfaces, à terme, vont se transformer en surface de stockage, vont faire de la prestation logistique. Et finalement, c'est le rôle même des points de vente qui va évoluer, puisque beaucoup d'entre eux vont devenir et vont devoir être compris au sein du schéma directeur comme des nœuds logistiques avec des opérations de réception, mais aussi des opérations de préparation, de réassort en rayon, mais également des parts de livraison. Donc on est vraiment en fait dans une transformation profonde, à mon sens, du secteur marchand. C'est-à-dire que si on réfléchit historiquement comment les supply chains se sont construits, elles se sont toujours construites par rapport à l'origine des produits. C'est-à-dire qu'on vient alimenter des usines qui viennent alimenter des centres de distribution et qui ensuite distribuent massivement dans les centres-villes. Or aujourd'hui, si on continue dans cette logique-là, on
on ne pourra pas atteindre les objectifs de neutralité. Donc la seule solution, en fait, c'est de fonctionner différemment et de construire les schémas de distribution en partant du point de livraison. C'est-à-dire qu'on va changer de paradigme, on ne sera plus sur des chaînes d'approvisionnement, on va réfléchir à construire des véritables chaînes de livraison, ce qui va permettre de mieux mutualiser les flux et finalement de pouvoir opérer dans les ZFE. Si on prend l'exemple, alors j'ai perdu les slides, je ne sais pas si on peut me les remettre à l'écran. Voilà, merci. Alors, comment ça fonctionne typiquement ces hubs logistiques urbains? Comme vous le voyez à l'écran, en fait, vous avez des zones bleues. Donc, le bleu, c'est un entrepôt périurbain. Typiquement, hier, j'ai vu passer 2 dossiers, un à Montreuil, un à Saint-Denis, pour des sites entre 3000 et 5000 mètres carrés, qui sont à 170 € du mètre. Donc, c'est quand même nettement plus cher que les entrepôts traditionnels qu'on retrouve en race campagne. Mais l'idée, c'est d'apporter du stock massivement sur ces entrepôts et d'organiser de l'éclatement au départ de ces sites-là pour approvisionner soit des boutiques, soit faire de la livraison e-commerce. Le critère fondamental pour être capable d'y arriver, c'est la digitalisation. Donc, pour accélérer la digitalisation des parcours clients, qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre en place évidemment des WMS. Il faut avoir des OMS pour être capable de dispatcher le traitement de la commande sur le bon site. Il faut réfléchir également aux stratégies d'approvisionnement. Est-ce que demain, finalement, on va continuer à approvisionner les magasins avec des cartons pleins ou on fera pas un approvisionnement au ticket de caisse, c'est-à-dire à l'article qui sera sorti du magasin? Et évidemment, il va falloir être capable d'organiser son plan de transport, et pour ça la solution Inès de DC Brain est un très bon outil puisqu'elle va vous permettre en fait d'optimiser l'organisation de votre transport en utilisant un maximum de contraintes possibles. Et finalement, un des accélérateurs également, ça va être la mise en place de solutions de nouveaux types qui sont complémentaires des TMS, ce qu'on appelle les DMS, qui vont permettre d'organiser la livraison en centre-ville avec des prises de rendez-vous, de la récupération de matériel à recycler, de la restitution d'emballage et d'éviter en fait que les transports se fassent à moitié vides. Donc nous, de notre point de vue, chez Adameo, en fait, la mise en œuvre de ces ZFE, elle ne doit pas être vue uniquement comme une contrainte en termes de transport et de transformation des flottes, mais il faut l'aborder d'une manière beaucoup plus globale pour se demander en fait quels seront les modes de consommation demain dans les centres-villes et comment réorganiser le traitement du flux, donc le schéma directeur des entreprises, entre les chargeurs, entre les prestataires logistiques, entre les transporteurs et en collaboration avec les collectivités locales pour être capable finalement de proposer ces nouvelles expériences d'achat. Voilà pour ma présentation. On retient que les ZFE va pousser en fait l'ensemble des acteurs à revoir leur schéma de distribution et au final comment mieux servir ou servir différemment le client, peut-être pas mieux servir mais servir différemment le client en prenant en compte l'ensemble de ces contraintes qui vont en grandissant. Je pense que c'est en lien avec une question qui est posée par Jacques-Antoine sur le chat. Quelles actions pour influer sur les pratiques des consommateurs et quel impact de la livraison à domicile? Quel modèle plus vertueux que la livraison à domicile, qui est un sujet d'actualité évidemment. Il y a beaucoup de e-commerçants qui aujourd'hui indiquent sur leur site web le prix en CO2 du mode de livraison. Donc la vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'on a besoin de tout de suite? C'est une vraie question. De la même manière, on peut s'interroger sur la nécessité de tout stocker dans les centres-villes. Est-ce que finalement, il y a des produits qui n'auraient pas vocation à ne plus rentrer dans les centres-villes sauf lorsqu'ils sont commandés? Ça n'a pas forcément un grand intérêt d'avoir des stocks de produits qui sont sur des rotations faibles, qui sont volumineux, encombrants dans les centres-villes. Donc je pense qu'on va avoir différents modes de livraison demain en fonction de la classe de rotation des produits. Il y aura différents taux de service qui seront associés à différents types de produits, différents modes de livraison. Et c'est pour ça que je pense que on est vraiment à l'aube d'une transformation profonde du secteur marchand et du mode d'interaction entre une entreprise et ses consommateurs. Oui, effectivement. Merci Guillaume pour cet éclairage. Il me reste maintenant à conclure ce Brain Up. Quelques petits points. On a effectivement pendant le Brain Up publié un certain nombre de sondages
On fera parvenir les résultats de ces sondages par mail. J'en profite pour remercier nos trois intervenants, Pascal, Sébastien et Guillaume. Merci pour vos points de vue sur ce sujet qui, encore une fois, qui est complexe, qui est en tout cas aujourd'hui, encore une fois, un sujet d'actualité où il y a des points de vue assez différents. Je retiendrai globalement qu'aujourd'hui, on rentre dans une période de transition avec un certain nombre d'éléments, de nouvelles contraintes à prendre en compte. Ça va être évidemment assez excitant de voir la réponse des différents acteurs privés et de la même manière, l'évolution du positionnement de certains acteurs publics. On l'a vu dernièrement avec la métropole de Lyon. Donc c'est un sujet sur lequel on pourra revenir, je pense, fin 2023, puisque les choses auront évolué d'ici là. Merci à l'ensemble des organisateurs. Juste avant de conclure, n'hésitez pas, on organise un autre Brain-Up le 17 mars. On va continuer sur la thématique en parlant de décarbonation des plans de transport, sujet évidemment qui nous tient à cœur chez DC Brain. Et puis n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn et à vous abonner à notre newsletter, puisqu'on parle de ces thématiques sur l'évolution du monde du transport de manière récurrente. Merci à tous et très bonne journée, et merci encore à nos trois intervenants. Merci à vous, au revoir.